Dans notre vécu quotidien, on n'est jamais confronté à la notion d'infini ou d'illimité. On travaille quelques heures ou on étudie quelques heures par jour, on a quelques amis, on gagne un certain revenu, mais jamais astronomique, de sorte que la notion d'un nombre qui serait tellement grand, qui ressemble à l'infini, c'est pas naturel pour nous autres. Le mot Google, en anglais qui s'écrit G-O-O-G-O-L, désigne un nombre qui est de 10 exposant 100, ce qui signifie 1 suivi de 100 zéros. Semble-t-il que ce nombre-là est tellement grand que c'est plus que le nombre de particules qui existeraient dans l'univers. C'est de ce mot-là qu'est dérivé le mot Google, parce que les créateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, tout de suite au départ, ils voulaient télécharger tous les millions de pages web qui existent, puis maintenant il y en a des milliards, afin de réussir à mettre de l'ordre là-dedans. Réussir à trouver un moteur de recherche qui soit tellement performant qu'on puisse trouver facilement qu'est-ce qu'on cherche, même s'il y a presque une infinité de sites web de toutes sortes qui sont disponibles. La mission de Google, au départ, c'est d'organiser l'information à l'échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. En 1998, quand ils ont créé ce moteur de recherche-là, il y en existait d'autres aussi. Mais les autres, les résultats arrivaient pêle-mêle, puis il y avait de la publicité encombrante aussi. Un exemple, il y avait AltaVista qui plaçait les sites en fonction du nombre de fois qu'un mot apparaissait. Par exemple, supposons qu'on cherche quelque chose sur chocolat ou Madonna, bien, c'était le nombre de fois que chocolat ou Madonna était inscrit dans une page. Ce n'était pas très efficace, ce n'était pas les plus pertinents. Tandis que Google, lui, l'idée provenait des articles scientifiques. Quand un article scientifique, supposons, est cité dans 300 fois dans d'autres articles scientifiques est probablement plus important qu'un autre article scientifique qui est cité seulement 2 fois. C'est la même idée, c'est de réussir à faire une formule mathématique pour cibler les sites qui sont les plus recherchés. Alors, avec Google, admettons que le mot « chocolat », ça permettait d'arriver à la page du chocolat le plus populaire au monde, supposons. Puis Madonna, bien, quels sont les derniers spectacles que Madonna a trouvés? C'était les sites les plus populaires qui apparaissaient en premier, puis ensuite les deuxièmes plus populaires et ainsi de suite, de sorte que les gens trouvaient beaucoup ce qu'ils recherchaient. C'était beaucoup plus performant, donc, que les autres moteurs de recherche qui existaient à l'époque. Le problème de Google les 2 premières années, c'était « Ouais, mais comment on fait pour faire de l'argent avec ça? On a le meilleur moteur de recherche, mais ils ont essayé, en fait, de le vendre 1 million de dollars. Ils n'ont pas réussi. Ensuite, 5 millions de dollars, puis il n'y avait pas d'acheteurs. Au bout de 2 ans environ, la solution est venue. C'était de réussir à vendre des mots à des compagnies, des mots qui sont publicitaires, dans le fond. On appelle ça le paiement au clic. Et puis, à l'époque, c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire. C'était innovateur. Je vous donne un exemple. Supposons que nous, on écoute la télévision, quelque chose comme une émission comme District 31. Mais l'émission est gratuite, OK? Puis pourtant, ça coûte cher à produire. On estime que c'est environ 115 000 $ par épisode de 21 minutes que ça coûte, District 31. Mais nous autres, quand on l'écoute, c'est gratuit. Qui paye? Bien, c'est les annonceurs. Alors, il y a des annonces de pizza, des assurances, des VUS. Puis par la suite, quand on va aller acheter la pizza, les assurances ou le VUS, là, à ce moment-là, on va comme rembourser la compagnie qui a payé l'émission qui était gratuite au départ. Mais ces publicités-là sont un peu subies par la population. C'est-à-dire que c'est diffusé à tout le monde en même temps. Puis souvent, on n'écoute pas la télévision pour... on écoute l'émission, on n'écoute pas ça pour les commerciaux. Les commerciaux, on les subit, on pourrait dire. On ne les a pas choisis. Ce qui est innovateur avec Google, c'est que quand on recherche des mots, à ce moment-là, les compagnies payent pour être là, mais ils n'ont pas à payer, en fait, tant qu'on n'a pas cliqué dessus. Mais si on clique sur un site où ce que là, ça nous intéresse, à ce moment-là, la compagnie va devoir payer à Google. Combien qu'une compagnie paye, admettons? Bien, un exemple, une compagnie française de bottes
qui vendent des bots sur Internet, donc puis en grand nombre, qui font une publicité. Alors, si je cherche bottes noires d'occasion, je vais tomber sur leur site va apparaître. Ou ça peut être bottes brunes au singulier, au pluriel. Il y a différentes combinaisons, puis ils achètent tous ces mots-là, mais ils n'ont pas à payer tant que je n'ai pas cliqué. Et que si je cherche des bottes noires, puis là, je clique là-dessus, bien là, à ce moment-là, la compagnie va avoir à payer Google. Et par la suite, c'est sûr que quand je vais acheter les bottes, bien, dans le fond, je repaye la compagnie pour la publicité qu'elle a faite sur Google. Aussitôt que Google s'est mis à vendre des mots comme ça, étant donné que les compagnies étaient vraiment intéressées parce que c'était plus performant puis assez innovateur, bien, il y en a beaucoup, en fait, qui ont commencé à payer, puis l'argent a commencé à rentrer pour Google. Au début, c'était des millions de dollars, puis il y avait quelques dizaines d'employés. En 2004, ils sont rentrés en bourse, puis ça a continué d'augmenter, là. Aujourd'hui, Google a plus de 100 000 employés. Ils font tellement d'argent qu'ils ont réussi à acheter aux environs de 200 entreprises qui ont intégré dans Google. Puis maintenant, leur valeur boursière tourne autour de 1000 milliards de dollars environ. C'est tout le temps variable, une valeur boursière, mais c'est plutôt à la hausse. Puis éventuellement, on pourrait s'attendre que ça va augmenter encore et encore. On ne voit pas la limite, dans le fond, de Google. Quels sont les clés du succès de Google? Quels sont les trucs qu'ils ont réussi à trouver? Bien, tout d'abord, c'est le fait que ce soit super performant et gratuit. S'il avait fallu, admettons, que Google, pour bénéficier des services de Google, s'il fallait qu'on donne le numéro de carte de crédit, qu'il faut payer, mettons, 25 cents à chaque fois qu'on utilise le moteur de recherche ou à chaque fois qu'on va sur YouTube, parce que YouTube a été racheté par Google, s'il fallait qu'on paye à chaque fois, ça serait moins populaire. Mais ça, le truc qu'ils ont, donc, c'est que c'est super performant, puis c'est gratuit pour tout le monde, de sorte que l'humanité va là. L'exemple que j'aurais est un peu boiteux, mais moi, l'exemple auquel j'ai pensé, c'est, supposons que les dentistes se cotisent pour acheter tous les bonbons dans la société. Là, ils achètent tous les bonbons, puis quand on va à l'épicerie ou au dépanneur, ils sont distribués ces bonbons-là. On peut revenir à la maison avec plein de bonbons. Oh, moi, les enfants aiment ça. Wow! Il y a tellement de bonbons que les enfants passent même plus l'Halloween. Tu sais, tout le monde déporte de bonbons. OK? C'est complètement gratuit pour tout le monde, tout le temps. Illimité. OK. Quelles seraient les conséquences de ça? Bien, il y aurait beaucoup de monde chez le dentiste. Puis admettons qu'à chaque fois qu'on irait chez le dentiste, puis il dit « Oh, vous avez une carie dentaire, ça va coûter 2000 $ à réparer. » OK, c'était ça le truc des bonbons gratuits. Donc, l'exemple est un peu boiteux, mais Google, c'est un peu ça. Ils font tout gratuitement, mais par la suite, quand on va acheter les produits, bien, c'est là qu'on va payer, dans le fond. Bon, Google est gratuit parce que c'est payant pour Google. Mais la publicité avec le paiement par clic, c'est pas juste sur Google, c'est aussi sur Gmail, sur YouTube. Puis Google propose aussi aux entreprises de mettre de la publicité sur leur site de compagnie. Puis à ce moment-là, le 2/3 des revenus va à la compagnie, puis 1/3 à Google. Si la publicité de Google fonctionne si bien, c'est parce qu'elle est personnalisée à chaque internaute. Par exemple, s'il fallait qu'un homme de 60 ans reçoive de la publicité pour des rouges à lèvres ou des vêtements d'enfants, il n'y a pas une grande probabilité qu'il cliquerait là-dessus. Mais si, par contre, il y a une publicité sur des nouvelles lunettes plus performantes, admettons, ou encore des bottes d'hiver neuves parce que les siennes sont usées, bien là, il risque d'être intéressé. Puis à ce moment-là, tout le monde est content. T'sais, l'internaute a trouvé un produit qui l'intéresse. L'entreprise va vendre soit des lunettes ou des bottes, puis Google va recevoir un petit pourcentage de ça. Mais comment ça fonctionne? Supposons que je cherche sur Google en quelle année est né Léonard de Vinci. Okay. Comment ça fonctionne? Bien, le message est envoyé à une tour cellulaire dans mes entourages. Puis de là, c'est envoyé par fibre optique jusqu'à un entrepôt de serveurs de Google. Il y en a quelques dizaines, surtout aux États-Unis. Puis là, ça trouve le bon ordinateur qui m'a envoyé la réponse. Puis la réponse va revenir. Puis là, je vais apprendre qu'est-ce que c'est.
Est-ce qu'il va y avoir une publicité? Bien, pas nécessairement, comme sur Léonard de Vinci, non. Mais si je cherchais bottes d'hiver, bien là, c'est à peu près sûr que je vais avoir des annonces de bottes d'hiver. Mais Google s'organise pour que ça soit personnalisé le plus possible, puis il utilise à ce moment-là le maximum d'informations qu'il y a sur l'Internet. De quelle information est-ce qu'il s'agit? Bien, par exemple, supposons que la première fois que j'ai cherché sur Google, le premier mot, c'était pharaon, mettons. OK. Ça, c'était le 2 février 2003 à 8h16. Bien, Google sait encore ça, puis ces informations-là appartiennent toutes à Google parce que je l'ai faites sur son site. Puis tout ce que j'ai pu chercher depuis ce temps-là est enregistré. Même chose, tout est enregistré sur YouTube. Si j'ai écrit des messages, admettons, sur Gmail, bien, ça appartient à Google. J'ai utilisé Google Maps, bien, Google connaît mes déplacements. Il y a le système Android qui permet au cellulaire de fonctionner. Fait que là, je suis géolocalisé grâce à ça. Tu sais, Google, il sait à peu près tout de moi, puis là, il s'organise pour envoyer la bonne publicité qui peut me convenir. Tout ça, ça se fait en 120 millièmes de seconde. Autant donner la réponse de ma question sur Léonard de Vinci que la réponse de savoir est-ce qu'il va m'envoyer de la publicité, c'est environ donc 120 millièmes de seconde, à peu près 1/8 de seconde pour que tout ça se passe. Wow! Au fil des années, Google s'est vraiment beaucoup diversifié. Il a acheté environ 200 entreprises technologiques puis qui a intégré. Par exemple, quelque chose qui existe, c'est Google Fly. C'est un comparateur de prix de billets d'avion. Il y a aussi Google Shopping. Puis Google se retrouve en position dominante parce que c'est lui qui décide dans quel ordre il met les sites. T'sais. Il décide de mettre les publicités en premier, mais aussi ses propres produits à lui, comme Google Fly. Supposons qu'il y a une autre entreprise qui existe, qui est un comparateur de prix aussi, bien Google va le mettre beaucoup plus loin. Puis si une entreprise n'apparaît pas sur la première page, bien là, il n'y a pas grand chance qu'elle puisse survivre. En Europe, Google a eu quelques milliards de dollars d'amende pour abus de position dominante. C'est-à-dire qu'il envoyait quasiment à la faillite, on pourrait dire, il faisait disparaître dans les pages plus loin de certaines entreprises simplement parce que c'était des compétiteurs. Maintenant, Google il est présent dans tellement de domaines. Supposons que je vais essayer d'en nommer au moins 10. Si je dis Gmail, YouTube, Android, le système qui fait fonctionner le cellulaire, Google Maps, Google Earth, Google Car. Ah, il y a déjà eu les Google Glass. C'était des lunettes qui permettaient de faire de la reconnaissance faciale, puis il y avait une petite fenêtre qui permettait de voir les informations sur quelqu'un. Supposons que dans un restaurant, je rencontre quelqu'un que je connais pas, puis je regarde et dis « Ah, il s'appelle Gilbert Côté. Étant donné qu'il a mis, mettons, son CV sur Internet, toutes les informations qu'il a mises sur Internet, c'était accessible à la personne. » Là, les gens trouvaient ça intrusif, et finalement, ça, ils l'ont enlevé en 2015. Un autre projet qu'il y avait, ça date de 2004, ça, c'était Google Books. C'était l'idée de numériser tous les livres qui existent sur la planète. Alors, supposons qu'un écrivain publie un livre, Google en achetait un exemplaire, il le numérisait, puis tout de suite, il se retrouvait disponible sur Google. À ce moment-là, la maison d'édition, puis l'écrivain ne pouvait plus faire d'argent avec ça. Fait que là, tu sais, il était prêt à partir en guerre, disons, à poursuivre Google. Fait que là, finalement, Google a abandonné là-dessus parce qu'il ne voulait pas payer les droits d'auteur des livres, là. Il existe la cuillère Google. C'est une cuillère comme pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Tu sais, mettons quelqu'un qui a Parkinson qui réussit avec cette cuillère-là, réussit à manger de la soupe parce que ça compense complètement le mouvement de vibration. Donc, il existe aussi le projet Google Loon. C'est l'idée de mettre des ballons à 20 km de hauteur dans les pays où il n'y a pas d'infrastructure numérique. Puis à ce moment-là, ça permet aux personnes de pouvoir se connecter sur cellulaire par ces ballons-là, puis éventuellement de recevoir de la publicité. Ils ont aussi Google DeepMind. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle-là a réussi à battre le meilleur joueur de Go au monde. Puis c'est beaucoup plus... le jeu de Go, c'est beaucoup plus difficile que le jeu d'échecs. Puis pourtant, ça, ils ont réussi. Ils vont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais tout ça, c'est juste le petit début encore. Google a vraiment l'ambition de faire des innovations vraiment révolutionnaires. Dans le sens, par exemple,
Il y a quelque chose qu'ils appellent des moonshots, un tir lunaire. Un peu comme John F. Kennedy en 1961, quand il avait dit « on va envoyer des hommes sur la Lune, ils vont prendre une marche, ramasser des roches, puis revenir pour souper ». À peu près ça. Okay? Bien, ça, c'est comme un tir lunaire, dans le fond, un moonshot. Puis Google veut vraiment faire ça. Ils investissent dans des domaines, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre d'investir dans des domaines que nous autres, on peut trouver capotés. Par exemple, ils essayent de créer un ordinateur quantique qui serait des milliers de fois plus performant que nos ordinateurs actuels. Ils ont même le projet, mettons, d'avoir comme une sorte de puce au cerveau qui permettrait d'avoir l'Internet instantanément. Quand je pense à quelque chose, l'information arriverait directement. C'est vraiment fou, mais c'est vraiment un projet sur lequel ils travaillent. Ils ont annoncé qu'ils aimeraient ça, essayer d'augmenter l'espérance de vie de 20 ans d'ici 2035. Entre autres, ça serait essayer de combattre le vieillissement pour qu'une personne, admettons, quasiment qu'elle revenisse, on pourrait dire. Une autre affaire qu'ils font, c'est comme une sorte de particule qu'ils mettraient dans le corps puis qui irait tuer uniquement les cellules cancéreuses sans toucher aux bonnes cellules vivantes qu'on peut avoir. Donc, Google a le projet d'essayer de faire vraiment des innovations technologiques révolutionnaires, okay? Puis ça fait juste continuer à date, puis ils ont l'argent qu'il faut pour le faire. Okay? Si Google n'existait pas, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait? Bien là, il y a un professeur d'université en informatique des années 90 qui travaillait sur un moteur de recherche. Il s'appelle John Michael Kleinberg. Puis lui, son idée, c'était d'avoir 2 critères, dans le fond, pour faire la recherche sur Internet. Un critère, c'est l'importance de la source. Par exemple, si un article vient d'une revue scientifique, ça va passer avant un article, une information qui provient d'un blog. Puis l'autre, c'était de réussir à trouver les sites qui sont les plus visités. Puis ça, c'est la même idée que les gars de Google. Autrement dit, même si Google n'existait pas, bien, ça existerait quand même. T'sais. Il y a quand même quelqu'un qui aurait inventé le truc de réussir à mettre de l'ordre sur l'Internet pour qu'on puisse trouver facilement ce qu'on cherche. Il existe une phrase que les gens de Google aiment beaucoup dire, c'est « Make the world a better place ». Bâtir un monde meilleur, et c'est pour ça que Google va dans toutes sortes de domaines, qui est vraiment performant, utile pour la population, c'est gratuit en plus pour l'utilisateur. Wow! OK? 3 commentaires là-dessus. Tout d'abord, Google paye presque pas d'impôts. On estime 2-3 %, ce qui est 10 fois moins qu'une autre entreprise. Pourtant, ils sont riches, là. En 2019, les revenus de Google sont estimés à 160 milliards de dollars. Mais ils ne payent presque pas d'impôts, puis ça leur est facile, étant donné qu'ils sont sur Internet, ils déclarent les revenus dans des paradis fiscaux, ils ne déclarent pas grand-chose. Cet argent-là, pourtant, elle servirait à des services publics. Là, si les gouvernements avaient ça, ça pourrait servir pour dans le domaine de l'éducation, de la santé, peut-être l'aide aux pauvres, rénovation des routes, à toutes sortes d'affaires. Mais non, Google ne veut pas participer à ça. Okay? Autre chose, comme les créateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ils ont une fortune personnelle estimée à 30-40 milliards à peu près. Ils ont des maisons extraordinaires. Larry Page s'est acheté un bateau. Il est assez grand qu'il y a même une plateforme pour qu'un hélicoptère puisse atterrir. Bon, c'est pas un kayak. Hein? Puis, il n'y a pas rien qu'eux autres. Tous ceux-là qui, dans le fond, qui ont apporté quelque chose dans l'Internet, qui ont réussi à en profiter, puis qui ramassent de l'argent, que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, ou Bill Gates, d'autres encore. Tu sais, c'est des personnes qui vraiment réussissent à accumuler de l'argent pour eux autres, mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça augmente les inégalités mondiales, parce qu'eux autres, ils s'enrichissent avec ça. Le but, c'est pas d'aider les pauvres dans le monde, là, quand même, c'est leur enrichissement qui est le grand objectif. Donc là, tu sais, faire un monde meilleur, mais plus inégalitaire. Mais surtout, Google, là, qui met toutes les informations là-dessus? Eux autres, tout ce qu'ils font, c'est organiser l'information sur Internet. Mais en réalité, toutes les informations qui sont mises, par exemple, il y avait un employé de Google qui disait qu'à chaque minute, il y a environ 400 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube. Bien là, c'est pas Google qui fait ça. C'est l'humanité, dans le fond. Les chansons, les documentaires, les émissions, toutes les informations qu'il y a sur Google, sur YouTube, etc., c'est pas Google qui les crée, là. Pourtant, Google, il ramasse l'argent de ça.
ça serait bien plus logique si, mettons, il y avait un organisme mondial sans but lucratif qui permettrait soit d'obtenir de l'argent là-dessus ou qui ferait ça pour l'humanité, puisque c'est des informations que l'humanité produit qui sont mises là-dessus, mais c'est 2 gars qui ont passé 1 an puis avaient reçu une bourse pour créer le moteur de recherche. Ils ont réussi à faire ça, puis maintenant, c'est eux autres qui ramassent ça. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans, puisque c'est les informations de l'humanité qui sont sur Google. Voilà.